On a toujours fait des mathématiques et on les a toujours enseignées. À tout le monde? Dès le plus jeune âge? Eh bien non. Au Moyen Âge, les mathématiques étaient en quelque sorte le niveau 2 des études universitaires. Après le trivium, constitué de la grammaire, de la logique et de la rhétorique, venait le quadrivium, composé de l'arithmétique, de la géométrie, de l'astronomie et de la musique. À partir du début du XVIIe siècle, le Ratio Studiorum, ou plan des études des collèges jésuites, préconisait l'apprentissage des éléments d'Euclide pour former le raisonnement, mais uniquement à un niveau assez avancé. Essayez donc de faire lire les éléments d'Euclide à un enfant. Un privilège du roi pour un livre, c'est en quelque sorte l'ancêtre du copyright. Le roi accorde au libraire le privilège de vendre son livre et interdit à quiconque de le pirater, de le numériser, de le diffuser sur Internet, etc. Non, sérieux, le privilège que vous voyez est un cas unique. Le titre du livre est Éléments de géométrie et l'auteur est notre très honoré Seigneur et Père Louis de France, duc de Bourgogne. Le roi accorde le droit de diffuser un livre de géométrie dont l'auteur est son propre père. Le roi en question, c'est Louis XV, et au moment où il accorde le privilège, il a 19 ans. Quand son arrière-grand-père Louis XIV est mort, il avait 5 ans. Il n'a jamais connu son père, qui est mort quand il avait 2 ans. Ce père, Louis de France, duc de Bourgogne, c'est lui. Il est mort de la rougeole à 30 ans en 1712, en même temps que sa femme et son fils aîné. Le livre, le voici. Les éléments de géométrie du duc de Bourgogne. Ceci est la 3e édition. La première était sortie en 1705 à Trévoux. Trévoux était la capitale de la Dombes, qui à l'époque était une province indépendante, une sorte de paradis fiscal, si vous voulez, qui échappait au pouvoir royal aussi sur le plan éditorial. On pouvait y publier des livres, et il en reste un dictionnaire de Trévoux et un journal de Trévoux. Et évidemment, dans le journal de Trévoux de septembre 1705, on ne se prive pas d'annoncer la glorieuse publication. D'autant que le principal protagoniste, Nicolas de Malézieux, est chancelier de Dombes. Au mois de novembre 1696, le roi choisit M. de Malézieux, chancelier de Dombes, pour enseigner les mathématiques à Monseigneur le duc de Bourgogne, qui avait pour lors 14 ans. Cet habile maître, qui non seulement possède tout ce qu'il y a de plus relevé dans les mathématiques, mais encore sait parfaitement l'art d'instruire, proposa au prince d'écrire de sa main, au commencement d'une leçon, ce qui lui avait été enseigné la veille. Ce sont ces leçons telles qu'elles ont été écrites la première fois que l'on donne aujourd'hui au public. Là, je me permets un léger doute. Que Malézieux ait obligé le jeune duc à rédiger ses leçons, c'est bien possible. Et qu'il les ait publiées telles quelles, sans correction, cela me paraît moins probable. Reste qu'enseigner des mathématiques à l'héritier du trône encore adolescent, c'était une vraie nouveauté. Malézieux le voici en train de donner une leçon d'astronomie à la duchesse du Maine, une tante du précédent. Le plus curieux dans ces éléments de géométrie du duc de Bourgogne, c'est la source. Malézieux avait suivi dans ses leçons les nouveaux éléments de géométrie d'Antoine Arnaud, et non pas les éléments d'Euclide, comme il était de tradition. Antoine Arnaud était un religieux, comme la majorité des penseurs de l'époque, mais c'était un dissident, janséniste et grand pourfendeur de jésuites. Louis XIV, qui, traumatisé par la Fronde, craignait toujours les dissidences, ne voyait pas les jansénistes d'un bon œil, et Arnaud avait été obligé de s'exiler. Il a passé les 16 dernières années de sa vie à Bruxelles.
Néanmoins, les écrits d'Arnaud ont eu une grande influence, en particulier sur l'enseignement. Sa logique ou l'art de penser, qu'on appelle aussi logique de Port-Royal, et qui est coécrite avec Pierre Nicole, date de 1662. Les nouveaux éléments de géométrie paraissent 5 ans plus tard. Arnaud s'oppose résolument aux éléments d'Euclide, préconisés par ses ennemis jésuites, mais il le fait sur des bases didactiques. Il dit: les éléments d'Euclide sont tellement confus et embrouillés que, bien loin de pouvoir donner à l'esprit l'idée et le goût du véritable ordre, ils ne pouvaient au contraire que l'accoutumer au désordre et à la confusion. Arnaud est aussi catégorique sur l'intérêt d'enseigner la géométrie le plus tôt possible, pourvu que ce soit sous une forme adaptée. La géométrie ne sert pas seulement à détacher l'esprit des choses sensibles et à inspirer le goût de la vérité. Elle apprend aussi à la reconnaître et à ne pas se laisser tromper par quantité de maximes obscures et incertaines qui servent de principe aux faux raisonnements dont les discours des hommes sont tout remplis. L'une des plus grandes utilités de ce traité est d'accoutumer l'esprit à concevoir les choses d'une manière spirituelle sans l'aide d'aucunes images sensibles, ce qui sert beaucoup à nous rendre capables de la connaissance de Dieu et de notre âme. Donc pour Arnaud, l'intérêt de la géométrie est d'une part de développer l'amour de la vérité, d'autre part de préparer l'esprit à l'abstraction divine. Bernard Lamy est un autre dissident, un prêtre oratorien, professeur de philosophie à Angers, et il s'était fait un peu trop remarquer par son adhésion à la philosophie de Descartes, à l'encontre de l'aristotélisme dominant chez les partisans de saint Thomas d'Aquin. Exilé à Grenoble avec interdiction d'enseigner la philosophie, il était tombé sur un évêque un peu plus ouvert, appelé Le Camus, et qu'il avait fait admettre à la chaire de philosophie de l'université de Grenoble. C'est donc tout naturellement à Le Camus que Lamy dédie ses entretiens sur les sciences, dans lesquels on apprend comme l'on doit étudier les sciences et s'en servir pour se faire l'esprit juste et le cœur droit. Lamy y reprend les arguments d'Arnaud en faveur de l'apprentissage des mathématiques. La bonne méthode d'étudier, c'est de commencer par ce qui peut rendre l'esprit juste, pénétrant, exact. À quoi sert l'étude des mathématiques? Il faut s'accoutumer d'abord à bien distinguer le vrai d'avec le faux, ce qui est certain de ce qui n'est que probable, à être raisonnable, à juger sainement de toute chose. Pour Lamy, la notion de grandeur au sens de quantité doit être enseignée en premier lieu. Son traité de la grandeur traite donc de l'arithmétique, des fractions et de l'algèbre. Ceci est une édition de 1734, soit plus de 50 ans après la première parution. Après la quantité abstraite vient l'application géométrique, c'est-à-dire la mesure de l'étendue. Sur le plan mathématique, il n'y a évidemment rien de nouveau. Par contre, sur le plan pédagogique, c'est un renversement complet de l'ordre traditionnel hérité d'Euclide. Ceci est la 7e édition et elle date de 1758. C'est une preuve certaine de succès. Mais faut-il en déduire pour autant que les mentalités vis-à-vis de l'enseignement des maths avaient changé avec le siècle des Lumières? Non, pas nécessairement. Le philosophe de la pédagogie au XVIIIe siècle, c'est Jean-Jacques Rousseau. Son ouvrage le plus célèbre est Émile ou de l'éducation, publié en 1762. Bien avant cela, en 1740, il n'est encore qu'un Genevois de 28 ans et il trouve du travail à Lyon comme précepteur des enfants de M. de Mably. À cette occasion, il écrit son tout premier texte sur l'éducation, le Mémoire présenté à M. de Mably sur l'éducation de M. son fils.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que la part des mathématiques n'y est pas prépondérante. On ne va pas loin en physique sans le secours des mathématiques, et je lui en ferai faire une année, ce qui servira encore à lui apprendre à raisonner conséquemment et à s'appliquer avec un peu d'attention, exercice dont il aura grand besoin. Cela le mettra aussi à portée de se faire mieux considérer parmi les officiers, dont une teinture de mathématiques et de fortification fait partie du métier. Et pourtant, vers la même époque, un autre philosophe des Lumières a des idées totalement différentes. Il s'agit d'Étienne Gabriel Morelli. On sait tellement peu de choses sur lui qu'on a longtemps cru que Morelli était un pseudonyme derrière lequel se cachait un philosophe plus connu, Denis Diderot. Mais il semble bien que non. Cet Étienne Gabriel Morelli a existé et il a vécu une partie de sa jeunesse à Vitry-le-François, même si on ne sait pas exactement quand. Le portrait que vous voyez se trouve dans le frontispice d'un de ses livres, et je ne suis pas du tout sûr que ce soit lui. Bref, Morelli est tout de même l'auteur d'une physique de la beauté, ou pouvoir naturel de ses charmes. C'est vous dire à quel point on est au XVIIIe siècle. Cet immortel ouvrage ne pouvait pas être mieux dédié qu'à Son Altesse Sérénissime, Madame la Duchesse de Chartres. Tadam! Vous donner la liste exhaustive de ses amants nous entraînerait un peu loin de l'histoire des mathématiques. Contentons-nous de revenir au début de cette histoire en signalant que Louis XV figure en bonne place et en bonne compagnie dans la dite liste. Morelli a aussi écrit ce Naufrage des îles flottantes, soi-disant traduit de l'indien. En fait, un conte philosophique à la Zadig, où les îles flottantes qui font naufrage sont les royaumes européens. Ce n'était qu'un prélude à l'exposé d'une philosophie plus radicale, exposée dans son Code de la nature, où il prône rien de moins qu'une égalité parfaite entre tous les êtres humains. Il a influencé Gracchus Babeuf au moment de la Révolution, et on en a fait le premier penseur communiste de l'histoire, ce qui est un peu anachronique. Bien avant tout cela, en 1743, il avait publié cet essai sur l'esprit humain ou principe naturel de l'éducation. Jusque-là, si Arnaud et Lamy avaient prôné l'apprentissage des mathématiques pour la formation de l'esprit, ils étaient restés vagues sur l'âge auquel cet apprentissage devrait commencer. Morelli est plus radical. Rien de ce qui est sensible et qui peut s'exécuter à la règle et au compas n'est au-dessus de la portée des enfants. Cela leur donne même une certaine dextérité. Ils aiment naturellement le dessin, et ne voit-on pas la plupart des enfants s'amuser d'eux-mêmes à griffonner quelques figures? Pour Morelli, c'est carrément aux jeunes enfants que doit s'adresser l'enseignement des mathématiques. Ce devait être une idée en l'air parce que, exactement la même année, en 1743, paraît un discours sur l'étude des mathématiques. L'auteur est l'abbé Jean-Baptiste de la Chapelle. Comme vous le voyez, contrairement à l'opinion communément répandue, La Chapelle entend démontrer que les enfants sont capables de s'y appliquer. On n'en sait pas beaucoup plus sur La Chapelle que sur Morelli, et on n'est pas plus sûr de ses dates. On sait en tout cas qu'il a enseigné les mathématiques et même publié des ouvrages d'enseignement. Ces ouvrages d'enseignement ont attiré l'attention de d'Alembert, qui est devenu son ami, et du coup, lui a refilé la rédaction d'une grande partie des articles de mathématiques de l'encyclopédie. Plus de 270 articles en tout ont été écrits par La Chapelle. D'après Luneau de Bois-Germain, qui était l'éditeur de l'encyclopédie, Diderot aurait dit que La Chapelle s'est débarrassé de cette tâche un peu lestement.
Le même Diderot considérait que les articles mathématiques de La Chapelle étaient bien inférieurs à ceux d'Alembert. Possible, mais La Chapelle s'est préoccupé d'enseignement des mathématiques avant d'Alembert, et ses conclusions sont radicales. Pour peu maintenant que l'on suive les développements de l'esprit humain, que l'on fasse attention à cette extrême curiosité qui agite les enfants, à cette mobilité qui les pousse aux opérations mécaniques, nous ne doutons pas que l'on ne se rapproche de l'idée que, peut-être de toutes les sciences, celle des mathématiques est la plus à la portée des enfants. Cependant, personne n'ignore combien il est rare que les enfants destinés aux dignités les plus importantes apprennent les mathématiques avant l'âge de 15 ou 18 ans, parce que l'on suppose toujours qu'il faut une raison très formée pour être initié dans ces sciences. Ce préjugé est la source de deux inconvénients très considérables. On commence trop tard les mathématiques et on ne les apprend pas assez longtemps. C'est un fait que les enfants mis aux mathématiques dès l'âge de 6 ans y font non seulement des progrès très sensibles, mais qu'ils se portent aux opérations de ces sciences avec une sorte de volupté. Cette opinion vient d'acquérir un grand poids par l'exemple le plus illustre et le plus complet que l'on puisse désirer, dans la personne de feu Monseigneur le duc de Bourgogne, qui n'avait pas 6 ans révolus. Allons bon, encore un duc de Bourgogne à qui on enseigne les maths tout jeune. Eh oui, et c'est l'arrière-petit-fils du précédent, le petit-fils de Louis XV. C'est une histoire très triste. Il avait fait une mauvaise chute en jouant. Sa blessure avait dégénéré et il est mort à 9 ans, le pauvre. Ses trois frères cadets sont devenus rois de France, Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. La Chapelle se rend bien compte que son discours et l'exemple du duc de Bourgogne ne suffisent pas. S'il veut convaincre du fait qu'on peut enseigner les mathématiques aux enfants, il faut qu'il montre comment le faire. Et il le fait en publiant en 1746 ses institutions de géométrie. Ceci est la quatrième édition qui date de 1765. Et comme vous le voyez, elle reproduit le discours sur l'étude des mathématiques à l'ouverture. Voici ce qui est annoncé comme plan général de cet ouvrage. On s'est proposé de rendre la géométrie élémentaire accessible même aux enfants. Il a fallu par conséquent se frayer de nouvelles routes. Pour cela, on a fait valoir le témoignage des sens autant qu'on a pu, dans toutes les occasions où il a paru évidemment qu'il était légitime. Lorsque l'on a pu substituer une vérité de sentiment à la place d'une démonstration par ligne, on a préféré cette voie comme la plus lumineuse et la moins rebutante, sans négliger les démonstrations rigoureuses, afin de contenter tout le monde. Alors, le pari est-il gagné? La pédagogie de La Chapelle est-elle accessible? Globalement, oui. En parcourant son livre, on se dit la plupart du temps que décidément on pourrait faire ça à des enfants, même de nos jours. Jusqu'à ce qu'au détour d'une page, on tombe sur un exercice qui nous rappelle brutalement que 2 siècles ont passé. Outre plusieurs bijoux d'un très grand prix, on a trouvé chez un juif dont les effets ont été confisqués, premièrement, etc. Et ce n'était pas une provocation brutale et gratuite, juste l'expression de l'antisémitisme assumé avec bonne conscience par la philosophie des Lumières. Voici ce que d'Alembert, l'ami de La Chapelle, écrit à son autre ami Voltaire le 22 février 1764. Les Juifs, cette canaille bête et féroce, n'attendaient que des récompenses temporelles, les seules qui leur furent promises.
il ne leur était défendu ni de croire, ni d'attaquer l'immortalité de l'âme, dont leur charmante loi ne leur parlait pas. Et Voltaire de répondre sur le même ton, le 1er mars, vous prétendez que votre religion doit être cruelle autant qu'absurde, parce qu'elle est fondée, je ne sais comment, sur la religion du petit peuple juif, le plus absurde et le plus barbare de tous les peuples. Au moins, il ne se lâchait ainsi que dans sa correspondance privée avec un ami? Eh bien non, malheureusement. Voici un extrait de l'article juif dans son dictionnaire philosophique paru la même année. Enfin, vous ne trouverez à eux qu'un peuple ignorant et barbare, qui joint depuis longtemps la plus sordide avarice à la plus détestable superstition et à la plus invincible haine pour tous les peuples qui les tolèrent et qui les enrichissent. Signé Voltaire. Bon, je ne vais tout de même pas conclure cette histoire sur une note aussi triste. L'abbé de la Chapelle, qui avait perdu la foi depuis longtemps, mais qu'on a continué à appeler abbé, tenait à tout prix à passer à la postérité. Mais pour cela, il fallait des ouvrages originaux, si possible approuvés par l'Académie des sciences. Alors, il est l'auteur d'un livre entier sur les ventriloques. Et il est aussi l'immortel inventeur du scaphandre, ou plutôt du mot scaphandre. Au-dessous du mot, vous voyez ce qu'il signifie étymologiquement. Bateau de l'homme. Et à la ligne suivante, fièrement annoncé l'approbation par l'Académie royale des sciences. De quoi s'agit-il? Vous le voyez sur cette illustration, une sorte de costume complet, suffisamment garni de liège pour permettre à celui qui le porte de flotter. À partir de 1765, son invention étant au point, La Chapelle avait multiplié les démonstrations. Il sautait dans la Seine, puis se laissait flotter, et pendant ce temps il buvait, mangeait, tirait au pistolet ou écrivait. Il avait même tenté d'attirer l'attention de Louis XV lors d'une partie de chasse, mais le courant l'avait emporté, et il avait dérivé hors de vue du roi, qui n'avait rien compris à ce qu'il voulait faire. Pourtant, l'invention était au point. Appréciez l'élégance du personnage central. Le magnifique bonnet noué qu'il porte sur la tête est en fait une boîte dans laquelle le nageur peut transporter ce qu'il veut garder au sec. Et tandis que le personnage de droite, manifestement un soldat, est coiffé d'un astucieux dispositif de camouflage qui ne manquera pas de tromper l'ennemi. Si le cœur vous en dit d'essayer, La Chapelle fournit même le patron. Bon, on va peut-être pas crier au génie pour autant. Utiliser le liège pour nager, c'est aussi vieux que la Méditerranée. Les Romains avaient un proverbe qui parlait de sine cortice natare, ou nager sans le liège, pour dire prendre son autonomie. D'ailleurs, 20 ans avant La Chapelle, un médecin allemand, Jean-Frédéric Barström, avait lui aussi proposé un costume flottant du même style. Reste que les gilets de sauvetage en liège, lourds et encombrants, ont quand même été utilisés par les marins pendant plus d'un siècle. Et comme vous le voyez, les gilets de sauvetage qui équipaient le Titanic en 1913 n'étaient pas très différents. Et dites au fait, un gilet de sauvetage pour éviter aux enfants qui commencent les mathématiques de se faire noyer, ça ne serait pas une bonne idée, ça?